bonne année et une bonne santé à tout le monde. À toi aussi. Et puis, j'espère qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus TDE. C'est la voix est enrouée, mais bon, d'accord. C'est la fin de la grippe. Alors, je vais vous passer Madame la mairesse, qui va vous dire quelques mots. D'abord, je la remercie de nous prêter sa salle. Et puis, va vous dire ce qu'elle pense un peu de tout ça. Même si c'est totalement improvisé, parce qu'elle n'a rien prévu. Voilà. Et puis ensuite, Monsieur Doron prendra la parole. Merci. Bonsoir à tous. Mes bons vœux pour tout le monde. Effectivement, je suis heureuse de vous accueillir ici. Nonantpin, ça peut paraître quand même très éloigné d'Aucagne, mais l'eau ne s'arrête pas aux frontières de Nonantpin. Donc je pense que ça va vous informer quand même sur pas mal de choses ce soir et on va essayer de faire ce qu'il faut pour plus que ça n'existe. Voilà. Merci. Merci Madame le maire. Bien, alors très brièvement, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être très pédagogue. Hein. Je vais éviter les termes trop techniques. Mais l'idée, c'est... parce que d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Paul Doron. Je suis président de la fédération du département d'Orne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Je suis vice-président du comité de bassin Loire-Bretagne et je suis membre du comité national Trame verte et Trame bleue. J'arrêterai là ma carte de visite. Mais c'est simplement pour vous dire que je baigne dans l'eau, pas pour les mêmes raisons que GDE, bien évidemment, et pas avec les mêmes motivations. Voilà. Donc, on va vous présenter une première diapo de présentation, hein, très généraliste, c'est pour vous présenter un petit peu le site, pour ceux qui ne connaissent pas, pour voir qu'effectivement, d'emblée et d'entrée de jeu, puisque là on était sur les phases préparatoires de travaux, on est directement concerné avec l'eau. Hein, le site est carrément imprégné par l'eau, hein, et l'eau est omniprésente. Et donc je vais vous présenter le contexte hydrobiologique hein, du secteur, avec les risques de pollution, les atteintes à la ressource en eau du bassin versant et les enjeux qui, effectivement, vous concernent ici, à l'aval, hein, puisque on le verra dans la diapo suivante. On y va. Voilà. Donc, qualité de l'eau du bassin versant, tous concernés. Et oui, effectivement, nous sommes, et vous êtes concernés, plus ou moins directement, mais certainement plus demain qu'aujourd'hui, puisque, effectivement, comme je l'ai inscrit ici, c'est une bombe à retardement. Vous avez, effectivement, l'implosion, hein, pour vous situer, donc, le centre d'enfouissement de GDE, qui est véritablement dans la partie très amont du bassin de l'Orne, hein, le bassin de l'Orne étant entouré, effectivement, du cerf, pour que vous puissiez voir qu'effectivement, j'irai ce centre d'enfouissement, à la fois de par son emplacement, mais aussi on verra aussi de par la situation hydrographique et géologique, et sur un secteur véritablement à fort enjeu. On peut passer à et bien situé, où se situe le Nonantpin. Maintenant vous pouvez vous situer, parce que vous avez Argentan, donc vous savez où vous êtes aujourd'hui, et c'est tout le bassin versant qui est concerné, effectivement, par l'enjeu du centre d'enfouissement. Et ça, je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté, notamment à travers, je dirais donc, l'aspect eau, hein, préservation de la ressource, tant sur les aspects gestion qualitative, mais aussi sur les aspects quantitatifs, parce que l'eau de l'Orne, du bassin de l'Orne, alimente, je dirais, les populations, mais aussi alimente l'activité économique. On peut passer à la suivante. Voilà, donc, une bombe à retardement, mais pourquoi? Effectivement, il faut justifier, il faut essayer de dire, c'est bien beau de dire c'est une bombe à retardement, mais il faut peut-être expliquer. J'en profite pour remercier au passage Fabrice-Simon donc des photos aériennes qui sont magnifiques d'ailleurs, hein, vous pouvez les apprécier, et voir actuellement ce qu'il en est du site après travaux. Et on voit effectivement déjà des bâches qui sont là aussi perforées, avec des piézomètres qui sont installés ici. Vous avez, alors c'est vrai que c'est peut-être pas assez grossi, mais on voit un tuyau ici qui sert à reprendre et à repomper l'eau en surface, de manière à l'évacuer. Et c'est dire que la relation entre, je dirais donc, les unités de stockage et l'eau qui est présente dans le sol naturellement est directe. Alors, pourquoi? D'abord par rapport à la situation du site, je vais le développer, par rapport à son implantation, qui représente, je dirais donc, le secteur de Nonantpin, avec entouré donc la partie donc, où se situe le centre d'enfouissement. Vous avez ici la voie ferrée qui passe là. Non, c'est la voie ferrée, elle est ici, excusez-moi, vous avez raison.
la voie ferrée est ici. Et donc, vous voyez bien qu'effectivement, le site est concerné avec une tache plus ou moins très violette, très foncée, plus ou moins foncée, tout simplement parce qu'on est en présence de zones humides. C'est des sols qui sont à forte hydromorphologie, c'est-à-dire que ce sont des sols, enfin je parle sous couvert d'effectivement la profession agricole qui sait aussi aujourd'hui ce qu'est une zone humide et quelles sont à la fois les contraintes d'exploitation, mais aussi tout simplement les enjeux qui sont liés à ces zones humides, à la fois pour la gestion de l'eau, je dirais donc en période estivale, parce que ce sont des zones qui captent l'eau, qui la retiennent et qui la relarguent, je dirais, tout au long de la saison, pour effectivement permettre l'alimentation donc du réseau et les nappes qui y sont liées. Et donc on voit, et ça c'est pas une carte, c'est une carte qui émane de l'Adréal, donc on voit effectivement qu'on est déjà en force sur un secteur où naturellement l'eau est présente et où l'implantation de ce type d'installation n'était pas très pertinente. Elle l'est d'autant moins que donc aujourd'hui les outils de planification sur l'eau imposent la préservation des zones humides. Et donc on est effectivement dans une caricature de la façon dont on peut traiter un dossier sur le plan administratif par rapport aux autorisations loi sur l'eau. Donc vous avez le détail au-dessus, hein, vous voyez effectivement, et vous voyez en haut comme au milieu, le rue du Plessis qui traverse, effectivement, en plein milieu, hein, j'ai ciblé, j'ai zoomé sur cette partie-là, parce que le rue du Plessis, effectivement, il est là, voilà, il est là, hop, il passe ici, alors, rue du Plessis, qui pour certains, et en particulier les années précédentes qui est parti et quand bien lui fasse, donc était simplement un fossé. Donc on pourra s'interroger effectivement sur la façon dont certains acteurs de l'État et serviteurs de l'État, je dirais, prennent conscience effectivement et mesurent, donc sont capables d'appréhender la différence entre un fossé et un directement lié. C'est complètement cohérent, c'est les risques de débordement et de remontée de nappe. Parce qu'évidemment, déjà, on a des sols qui sont humides, et en plus, qui plus est, on a une nappe subaffleurante et qui est présente sous le sol, et qui, quand elle se recharge, on verra des photos tout à l'heure, par forte pluviométrie, eh bien, remonte, et elle remonte d'autant plus que si vous vous souvenez tout à l'heure des photos, dès qu'on commence à creuser, ben, l'eau, elle apparaît directement. Et donc là, on est effectivement sur des profondeurs, avec des remontées, donc vous voyez, là, on est entre 0 et 1 mètre ici, hein. Et là, en bleu, c'est des débordements de nappe subaffleurante. Alors, regardez bien ce petit bleu ici, et puis le rue du Plessis qui est là, pour bien situer, parce que je vous ferai voir tout à l'heure une photo où c'est une histoire de Shadok, ils sont obligés de pomper aujourd'hui, un grand renfort de groupes électrogènes et de grosses motopompes tout au long de l'année, ce qui est assez paradoxal, et ce qui prouve bien que l'eau, effectivement, est un facteur limitant, et un facteur qui, effectivement, par rapport à l'implantation du site, est très contraignant. Et ce qui, je dirais, remet en cause même la viabilité même et la pertinence. Vous avez bien entendu également le manager. Et quand je vois cette situation, je m'interroge. La question est de savoir, avez-vous, avec toutes vos compétences, vous avez la possibilité d'aller devant la Commission européenne. Alors, vous pouvez aller devant la Commission européenne, c'est gratuit. Il ne faut pas d'avocat. Il faut tout simplement adresser une plainte qui est formulée selon un dispositif qu'on peut retrouver sur Internet. Vous allez sur Internet, on vous dit comment rédiger votre plainte, comment la déposer, et à partir de ce moment-là, il y a une action qui suit à votre intervention. Et elle est gratuite. Il faut considérer, parce que j'ai été personnellement devant la Commission européenne, il faut considérer un mois, à un an et demi, pour avoir une réponse. En plus de ça, l'avantage d'aller devant la Commission européenne, vous n'avez pas toutes les procédures internes, vous êtes en procédure externe, c'est-à-dire dépendante des droits communautaires qui n'ont rien à voir avec les droits internes. Et ça, je pense que c'est une action qui est possible à faire. Voilà. Moi, je voulais vous remercier de vos observations. Alors, le juridique, qu'il soit à l'interne ou à l'externe, emporte un accompagnement local et une responsabilisation locale. C'est une voie contentieuse et qui est en cours d'exploitation de toute façon, à la fois sur les recours internes dont on pourrait porter un regard un peu particulier et sur lequel je sais que nous avons travaillé par ailleurs pour imaginer d'autres voies, notamment sur le plan pénal, parce que dans ce dossier, il y a un certain nombre d'acteurs
pas des moindres, notamment dans le département de l'Orne, et dont la responsabilité, à titre personnel, pourrait être à la fois engagée, et puis aussi la responsabilité de l'État, bien évidemment. Mais je pense que si on veut, pour travailler sur d'autres dossiers, assez paradoxalement parlant, pour lequel la population se mobilise, mais se mobilise pour le maintien. C'est de 2 grands barrages hydroélectriques EDF dans le sud-Manche. Et je trouve que nous avons effectivement gagné sur le plan juridique. Bon, aujourd'hui, la mobilisation locale fait qu'on sursoit aujourd'hui à l'application de la décision de justice. Et ce qui me fait dire que, parce que je crois en l'homme, et on le voit d'ailleurs malheureusement avec les derniers événements de ces dernières 48 heures, font que si effectivement il y a une véritable solidarité de bassin qui s'exerce dans ce dossier, ça va être, et indépendamment de mener, parce que je vous suis complètement, sur le fait qu'il faille exploiter toutes les voies juridiques, et notamment les voies de contentieux européens. Sauf qu'aujourd'hui, sur le plan notamment de la directive cadre européenne sur l'eau, on n'a pas, me semble-t-il, encore suffisamment d'éléments pour pouvoir, effectivement, c'est pas comme le dossier des algues vertes où il y a déjà des éléments potentiels avec des pollutions qui sont enregistrées, etc. Et la France, d'ailleurs, enregistre quelques condamnations. Ce qui me fait dire aussi qu'on a tout intérêt à y aller sur le plan européen parce que dans le domaine de l'eau, malheureusement, la politique de l'eau et la gouvernance de l'eau qui est mise en place sur le plan national est exemplaire. La gouvernance est exemplaire, sauf que les résultats ne sont pas là. Parce qu'effectivement, il y a des contradictions et il y a d'autres enjeux économiques, etc., et d'autres lobbies qui interviennent. Mais je veux insister sur ce point. C'est un élu associatif qui vous le dit. Sur un dossier comme celui-ci, on a, me semble-t-il, trop laissé en disant, de toute façon, c'est not in my back garden, c'est-à-dire c'est pas dans mon jardin, c'est dans le jardin de nos voisins, c'est pas notre problème, on laisse les gens là-haut se débrouiller, qui plus est, il y a des haras, machin, etc., et donc on dit c'est une affaire de riches. Ça n'est pas une affaire de riches. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Parce que moi, personnellement, si je suis là, moi, en tant que bénévole, je suis bénévole, hein, je ne suis pas payé pour le pitrisme. Nous non plus. Hein, voilà. Mais parce que, très sincèrement, mon engagement associatif, je dirais quotidien, il est dans le domaine de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de vous dire que j'étais vice-président du comité de bassin. L'importance effectivement de la mobilisation de Nonant jusqu'à Ouistreham, parce qu'à partir du moment où l'eau du Rue est polluée et qu'elle va se déverser dans l'Orne, toute l'Orne jusqu'à Ouistreham va être polluée, est-ce que vous pourriez approfondir les risques de pollution sur la nappe phréatique dans la mesure où on peut revenir sur une diapo, oui. Vous avez montré que le GDE, lorsqu'ils ont décidé d'exploiter le site et de creuser les bassins, en fait, ils ont perforé la nappe. Voilà, si vous regardez bien cette diapo, vous apercevez qu'en fait, le site, il se trouve juste à l'endroit où la nappe est justement affleurante, et qu'en fait, quand ils ont creusé en dessous du niveau de la nappe. C'est ce qui fait qu'il y a de l'eau tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, Monsieur Doron, les risques de déverser plus de 2 millions de tonnes de déchets, de résidus de broyage plus ou moins bien dépollués, au-dessus d'une nappe phréatique affleurante, d'une nappe profonde, dans laquelle nous puisons tous notre ressource en eau potable? Effectivement, alors, il y a en plus ces failles qui viennent aggraver la chose, hein, j'ai insisté là-dessus. Tout simplement pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, non pas les bassins, mais les alvéoles, merci. Je finis par être fatigué, moi. C'est la fin de semaine. Les alvéoles ont été creusées en dessous de la nappe. C'est-à-dire que la nappe que vous voyez ici, qui est en bleu, là vous avez du terrain naturel, mais les extractions ont été faites effectivement en dessous de la nappe. Toutes les photos que vous avez vues tout à l'heure, hein, même en pleine période estivale. Je ne sais pas si on peut, allez-y, passer vite, on va trouver des photos. Avancez, on va en trouver, bon, vous allez voir, c'est... Pof, voilà. Celle-ci, déjà, là c'est en plein été. Regardez la profondeur de terrassement, c'est très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous concentrez des déchets, et de cette nature qui plus est, j'ai multiples, et on le voit bien d'ailleurs dans les résultats des analyses, on a déjà des métaux, de l'arsenic, du cuivre, du plomb, etc. À partir du moment où vous allez avoir des fortes concentrations donc de ces métaux, et outre les problèmes de pollution, de risque de pollution de l'air, parce qu'on ne l'a pas évoqué, moi je suis sur l'eau, je n'ai pas développé les pollutions d'air,
vous avez des déchets qui sont fortement fermenticides. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces déchets qui vont baigner dans l'eau à un moment donné, parce que là aussi, on voit bien si on peut remonter sur les photos dessus, si vous allez voir, c'est les photos de Fabrice Simon, voilà. Regardez, on voit déjà que l'eau remonte dans les bassins. Et à tel point, c'est quand même aucune pompe en dessous, comme je disais tout à l'heure. Donc, forcément, cette eau va entrer en contact avec les déchets à un moment donné. En plus, on va être avec des jus fermenticides qui vont se mélanger à l'eau, et qui de toute façon vont percoler dans le sol, à la fois sur le plan superficiel lors d'élévation de l'eau, mais aussi et surtout et beaucoup plus grave, et de façon beaucoup plus sournoise, parce que je le rappelle, les mesures que nous avons faites, on les a faites dans le rue, c'est des mesures superficielles. On n'a pas été, je dirais, comme en forêt en dessous. De l'avoir vu ce qu'on pouvait voir, affecter notre site, et vous l'aurez compris, mais on pourrait effectivement se livrer à une campagne d'analyse, avec des forages à l'aval immédiat du site. Bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que les volumes qui vont être concentrés, qui vont être stockés pendant des années, et il n'est pas fait de les enlever après, hein, ils vont être concentrés, vont effectivement fermenter, vont créer des jus. Ces jus, alors il y a la fermentation qui va produire des gaz, qui va faire brûler, donc point de rejet dans l'atmosphère par rapport à l'air, mais aussi des jus qui vont aller dans l'eau. Et c'est en ce sens, bien évidemment, par rapport à la fragilité du site, et par rapport à la nature même des déchets, par rapport à la profondeur de besoin. Parce qu'aujourd'hui, si l'eau ressort, ben, c'est tout simplement parce que la nappe, elle est omniprésente. Et dès que vous, effectivement, je dirais, vous ouvrez la nappe, la pression atmosphérique fait que la nappe remonte. Donc ça, ils sont obligés de pomper comme... Enfin, moi j'avais bien une grossièreté. Ils sont obligés de pomper... Comme des malades oui, comme des malades, comme des mecs, comme des shadows. Non mais je peux vous assurer que la pompe, je ne sais pas si vous imaginez, vous verriez le débit, parce que j'ai d'autres photos, et je ne peux pas en trop en mettre, parce qu'il ne faut pas non plus, j'ai alourdir le diaporama, prendre les photos essentielles, mais je peux vous dire qu'on en tient à votre disposition, c'est un fil 500 qui crache à fond dans le bassin de décantation. Le bassin de décantation, quand il est effectivement à son niveau haut, par surverse, eh ben, va dans le milieu naturel, regagne le ruisseau du Plessis et regagne ensuite l'analyse, je dirais, après 2 jours d'exploitation. Est-il possible de faire ces mêmes analyses maintenant, puisque les déchets ont été retirés, donc pour prouver qu'effectivement c'était bien les déchets qui créaient cette analyse, cette pollution? Et la deuxième question, c'est pourquoi les analyses que vous avez faites ne sont-elles pas considérées comme point zéro dans le dossier juridique ou administratif tel que vous l'avez constitué? Ces analyses, bien évidemment, l'étaient là, enfin, quand on a fait des analyses au départ, je peux vous assurer, enfin c'est pas moi en plus, c'est Pierre de Cotizel avec donc, les collègues du collectif. En fait, quand on a fait les analyses, pour nous, on n'allait rien trouver. Très sincèrement, on pensait qu'on n'allait rien trouver. Et on a été, je dirais, donc j'allais pas dire agréablement surpris, mais enfin, plutôt désagréablement surpris, parce que très peu de déchets, 2 jours d'exploitation, c'était pas possible. Et en fait, j'ai les conditions. Alors maintenant, pour répondre à votre question aussi, bien évidemment que ces éléments-là nous servent de support. Mais comme dans tout, alors sur le plan juridique, il faut, on en fera d'autres bien évidemment, mais il faut qu'elles soient faites de manière contradictoire. J'avais 2 questions à poser. Première question, pourquoi la police des eaux n'est pas intervenue? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question est un constat que chacun d'entre nous ici doit prendre conscience que ces photos ont été prises avant l'arrivée des déchets. Oui. Donc les photos, ce sont les fausses de réception de l'excidia. Donc GDE était déjà en procès. Pas celle-ci. Bon. Mais les alvéoles, les fausses de réception étaient déjà en mauvais état avant l'arrivée des déchets. C'est ça qu'il faut quand même prendre conscience de ce problème. Et par rapport à ma première question, je ne sais pas si la police des eaux était vraiment au courant de cet état. Je vais vous répondre. La police de l'eau, c'est une mission régalienne et elle est exercée donc par différents services, hein, aussi bien donc je dirais donc l'ONEMA, l'Office national de l'eau et de l'aquatique, dans certains cas le ONCFS, l'Office national de la chasse et la faune sauvage, pardon, excusez-moi, mais aussi tout simplement par tous ceux qui sont diligentés au titre de la police de l'eau.
dans ce dossier, le dossier n'a pas été traité à l'échelon local. Puisque, effectivement, nous avons, nous, d'étroites relations avec les services de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et de milieu aquatique, qui plus est sont basés à Argentan. Et ce dossier-là a été traité, je vais me déplacer, parce qu'il y a un bruit, et un petit Arsène qui traîne. Donc, ce dossier-là a été traité au niveau régional, par la direction régionale de l'environnement, je dirais donc, qui est basée à Caen. Et le fait est, c'est que l'ADREAL, je dirais donc, de par sa composition, n'est pas forcément majoritairement représentée par des acteurs de l'environnement, mais bien souvent, majoritairement, suivant les DREAL, par des acteurs industriels, enfin, proches de l'activité industrielle. Et on comprend bien que, dans le cas présent, parce que je peux vous assurer que nous, on a sollicité, Julie, on a quand même, quand il y a une pollution, quand il y a un problème, je dirais donc, de travaux dans des cours d'eau non autorisés ou d'ouvrages qui restent fermés quand il y a une période d'élévation d'eau, nous, effectivement, nous sommes un peu, nous avons un peu de vigie et nous intervenons donc auprès de ces services, auprès de la direction départementale des territoires, puisque maintenant ils sont passés sur la responsabilité du DT, directeur départemental des territoires, et du préfet du département. Pour ce qui intéresse le département de l'Orne, on leur a simplement dit, ce n'est pas de votre compétence, ce n'est pas de l'échelon départemental, c'est de l'échelon régional. Voilà. Ce qui explique pourquoi la police de l'eau n'est pas intervenue. Donc les régionales, la région, après, la police, quelle qu'elle soit, et la police de l'eau, c'est une mission régalienne. Et comme son nom l'indique, ça relève de la compétence de l'État, et les services n'interviennent que si effectivement ils ont des instructions. Je pourrais vous dire, je vous parlais de certains dossiers j'ai raconté d'Alençon, dont je dirais le nom de l'eau qui est vendue en bouteille, et pour lequel nous avons rencontré les plus grandes difficultés, où à un moment donné, il m'a fallu effectivement, je dirais, menacer les services départementaux pour qu'ils fassent les prélèvements et les analyses et constater qu'il y avait une pollution. Donc c'est pour dire que ils n'interviennent pas sur simplement la demande d'un citoyen ou même d'un responsable associatif, fût-il en charge de la protection des milieux aquatiques. Donc au jour d'aujourd'hui, la police des eaux ne bouge pas leur cul. La police de l'eau aujourd'hui ne peut pas bouger, tout pendant qu'effectivement, d'abord, le site n'est pas en exploitation, puisqu'il n'est pas en exploitation. D'autre part, ça relève de ce qu'on appelle des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement, et que la police de l'eau n'intervient que dans un des domaines, qui est l'eau, s'il y a une pollution, etc. Mais elle n'est pas là pour vérifier à la fois les conditions de fonctionnement du site, etc. Ça relève des inspecteurs. Faut vous dire que le monde médical scientifique bouge ou essaye de bouger quand même. Sur Internet, actuellement, depuis fin décembre, circule une pétition dans le monde médical scientifique. Je vais vous lire. Nous sous-signés, médecins, biologistes, toxicologues, pharmaciens et vétérinaires, tenons à faire part publiquement de notre opposition à l'implantation de la décharge géante prévue par le groupe GDE à Nonant-le-Pin. Ce projet est l'exemple d'une gestion dépassée des déchets qui présente de sérieux dangers pour la santé publique et pour l'environnement. Selon le rapport du Dr Claude Lenné, qui travaille au CNRS, la présence d'une importante proportion de fermentescibles dans le stock de déchets produirait des biogaz qui disperseraient de nombreux polluants pouvant avoir, entre autres, des effets cancérigènes, neurotoxiques et reprotoxiques. Et ceci dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Citons les métaux lourds, mercure, plomb, cadmium, il y en a d'autres, les phtalates, dioxine, PCB, pour ne nommer que quelques-uns de la quasi-totalité des polluants connus, étant donné la diversité des produits présents sur un tel site, toujours selon le rapport Lenné, qui travaille au CNRS. Nous attirons particulièrement l'attention sur les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des effets importants à des doses extrêmement faibles. L'Orne étant une région d'élevage, les phénomènes de bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire, les viandes, produits laitiers, sont également préoccupants. Certains polluants peu métabolisables peuvent ainsi se concentrer jusqu'à 1000 fois. Enfin, quelles que soient les précautions prises,
l'eau chargée de produits toxiques finirait par polluer les nappes phréatiques au cœur d'une zone de captage qualifiée le château d'eau de la Normandie. À cet égard, il est surprenant que des autorisations aient pu être accordées alors que le Bureau de recherche géologique et minière, le Service géologique national, indique que Nonan-le-Pin se trouve sur une nappe subaffleurante. Nous appelons en conséquence les décideurs politiques nationaux et régionaux à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit mis fin à ce projet déraisonnable. Donc depuis fin décembre, la pétition circule sur Internet et on essaye d'avoir un maximum de signatures de médecins, de biologistes, de vétérinaires. Bon, on essaye de bouger et de faire bouger le monde au maximum, en dehors aussi de l'Orne, parce que si on reste strictement dans l'Orne, on ne pèse pas bien lourd, on n'est pas bien nombreux. Donc il faut vraiment qu'on élargisse notre base d'opposition. La pétition, on peut la retrouver sur Internet. Vous allez l'envoyer à quel moment? Il circule dans le monde médical, quoi. Non, mais Donc, après, il faut l'envoyer au politique. oui, bah oui, le but c'est d'avoir un maximum de signatures, et puis après, bah oui, c'est sûr qu'on va pas le garder entre nous. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc sur le net, on peut la trouver où? Non, ben, j'ai pas nommé donc l'initiateur de la pétition, il n'est pas ici. Donc c'est un médecin qui a une résidence du côté de Nonan-le-Pin, je crois. La cochère, donc qui est dans le secteur, peu importe, qui travaille sur Paris. Donc c'est lui qui est l'initiateur de la pétition, c'est le docteur Xavier Bron. Donc pour l'instant, la pétition, il a lancé le 23 décembre, oui, dernier, donc c'est tout récent. Pour être signataire de l'appel, il suffit de me le retourner ce mail à Xavier Bro, donc xbro@gmail.com. Donc il y a son adresse. Pour l'instant, la pétition est surtout destinée au monde médical scientifique. C'est pour l'instant, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est tout récent, 23 décembre. Bon, on est 7 janvier, donc c'est aussi suite à l'émission Conviction, complément d'enquête, quoi. Pièce à conviction. Oui. Pièce à conviction, oui. Pièce à conviction. Donc c'est un peu suite à l'émission Pièce à conviction que ça a bougé, quoi. Merci beaucoup. De toute façon, l'objectif de ce courrier et de cet appel, c'est que au bout d'un moment, s'ils arrivent à avoir assez de médecins qui se préoccupent du problème, ils vont faire une conférence de presse. Voilà. Et autrement, maintenant, Véronique va prendre la parole.